Bonjour et bienvenue sur le podcast Juriste Ethicos, le podcast de la conformité expliquée simplement mais sérieusement. Alors, je suis Lia, juriste de formation, spécialisée en lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que sur d'autres sujets qui regroupent la conformité juridique et l'éthique. Formatrice et consultante indépendante. Alors aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet dans ce podcast numéro 3 intitulé « C'est quoi concrètement une opération suspecte ?» Eh bien avec une question clé. La question clé, c'est quoi concrètement en fait une opération suspecte ? Eh bien, qu'est-ce qui doit vous alerter dans le comportement ou les transactions d'un client, par exemple? Donc, comment savoir si ce que vous voyez est normal ou mérite une déclaration de soupçon? Telle est la question à se poser, car oui, en effet, en matière de LCBFT, vous avez une obligation de vigilance et en fait aussi une obligation de signalement. Encore faut-il savoir comment repérer, quoi repérer et surtout comment réagir et dans quel délai. Alors ce podcast va vous donner des repères très simples, concrets et applicables, même si vous n'êtes pas des juristes. Le principe juridique, il est très clair, c'est l'obligation de déclarer, de faire une déclaration en cas de soupçon. Avant de parler de signal dit faible ou d'indicateur d'alerte, il faut donc poser un cadre juridique. Ce cadre juridique, il est concrètement posé par l'article L561-15 du Code monétaire et financier, qui est clair, qui en fait indique que toute personne assujettie à cette obligation LCBFT doit déclarer à Tracfin sans délai toute opération qui pourrait provenir d'un délit ou d'un crime puni d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou qui pourrait contribuer au financement d'un terrorisme. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale, assortie d'une responsabilité personnelle. Et la loi ne dit pas si vous êtes sûr, elle dit bien en cas de soupçon. Donc même si vous n'avez pas de preuves, vous devez signaler. Si vous détectez une anomalie objectivement suspecte, c'est ça, une opération suspecte. Eh bien, nous allons voir maintenant les 3 types d'opérations suspectes les plus fréquentes, puisque nous avons 3 grandes catégories d'opérations qui doivent vous alerter. Nous avons dans un premier temps les opérations financières incohérentes ou injustifiées. Par exemple, un client verse 80 000 € en espèces pour acheter un bien immobilier, un transfert de fonds d'un pays à un autre ou d'un pays à haut risque sans motif clair, ou par exemple un dépôt successif de 9 900 €. Voilà, vous savez, les euros qui frôlent la limite des 10 000 € juste en dessous du seuil de vigilance, ou également il peut s'agir d'une demande de rachat anticipé d'un contrat d'assurance vie après un versement très récent ou récent. Très récent, ça peut être moins de 3 mois, ou récent, on va dire moins de 6 mois, ou très très récent, moins de 15 jours. Voilà, c'est un exemple que je donne, mais on peut se retrouver dans des situations comme ça. Dans tous les cas, ce qui est suspect, ce n'est pas le montant en euros seul, c'est le manque de cohérence économique. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que cette opération a un sens pour ce type de client ? Si la réponse est non, vous êtes probablement face à une opération suspecte. Ensuite, dans un second temps, vous avez le comportement inhabituel du client. L'opération peut sembler normale en apparence, mais le comportement du client vous alerte. Il y a des signes comportementaux à surveiller. Le refus de fournir un justificatif, la nervosité, l'agressivité face à une demande de documents, la communication floue ou contradictoire.
Vous avez également l'insistance à vouloir conclure rapidement malgré des anomalies. Et vous avez l'usage d'intermédiaires sans mandat clair, écrit, établi, etc. Donc tous ces signes comportementaux et d'opérations financières indiquent un potentiel blanchiment et souvent c'est dissimulé derrière une fausse apparence de normalité. Mais les comportements trahissent, voilà, hein, les tentatives de dissimulation ou de précipitation sont flagrantes, sauf que alors voilà, vous allez me dire, oui, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, comment je peux déterminer la prise en compte de signes comportementaux? Eh bien, c'est simple, et c'est ce qu'il faut surveiller, les signes comportementaux. Voilà, vous avez les signes comportementaux qui doivent vous alerter. Après, évidemment, on parle de signes comportementaux de personnes qui versent beaucoup d'argent, pas des personnes qui ont des troubles du comportement médicalement reconnus et qui sont comme ça dans la vie. Voilà, faut pas tout confondre. Voilà, je préférais juste faire cette petite aparté au cas où, parce que bon, voilà, je préfère que ça soit clair. Des personnes en situation de handicap qui ont des comportements un petit peu de nervosité, de refus de fournir des papiers, c'est parce qu'en en fait, ils ont déjà des troubles dans la vie et du coup, ils sont comme ça. Mais là, on parle vraiment de troubles comportementaux d'apparence, on va dire, un peu enfin, très suspecte, puisqu'il y a des versements, des retraits, des choses comme ça, de sommes qui limitent le seuil légal des 10 000 euros, ou évidemment des grosses sommes quoi, qui sont réinvesties dans l'immobilier ou autre. Ensuite, en troisièmement, vous avez la structure juridique qui est complexe ou opaque. Alors, quand je parle de structure juridique, je parle de société, d'entreprise. Vous avez par exemple des sociétés basées dans des paradis fiscaux. Déjà, ça, c'est un point d'alerte. Ensuite, vous avez les multiples transferts entre les filiales sans objet économique. Les usages abusifs de sociétés écran ou de prête-nom, je développerai le sujet plus tard, et l'absence de bénéficiaires effectifs non identifiés, bien sûr, ou impossible à identifier. Alors voilà, alors, par exemple, vous avez le patron de la société, c'est un tel, mais finalement c'est le collaborateur qui gère, mais le collaborateur il gère pas parce que ce n'est pas le bénéficiaire effectif. Ouh là là, donc du coup on se retrouve déjà dans des circonstances infractionnelles. Et là, voilà, c'est très difficile de savoir qui est le véritable bénéficiaire effectif. Donc ça, c'est un exemple, voilà. Dans ce cas, ce n'est pas l'opération elle-même qui est suspecte, c'est l'environnement juridique, la complexité artificielle du montage de la société, l'opacité de l'organisation. Voilà. La règle d'or ici, quand on ne comprend rien, il y a peut-être une raison. Voilà, si on ne comprend rien au montage de la société, on ne sait pas qui est qui fait quoi, c'est peut-être que c'est volontaire. C'est pour ne pas tracer des opérations. On peut se retrouver dans ce cas-là avec des très grosses fraudes fiscales, etc. Donc maintenant, nous allons aborder les critères officiels d'alerte, la grille dite pratique, puisque le législateur a prévu une aide pour les professionnels. Euh, donc ça s'appelle les guides sectoriels et grilles d'alerte TRACFIN, publiés pour chaque profession. Par exemple, pour les agents immobiliers, vous avez la DGCCRF et TRACFIN qui publient des indicateurs spécifiques. Les banques disposent d'outils d'analyse de comportement transactionnel. Les professionnels de l'assurance ont des signaux propres aux contrats d'assurance vie ou de retraite, les PER notamment. Et pour les notaires, oui, mes chers amis notaires, franchement, je vous adore les notaires, mais bon, voilà, je préfère être claire. Vous avez aussi les notaires des obligations de vigilance, donc vous devez faire attention à certaines donations ou successions internationales. Voilà, donc dans votre cas, c'est plutôt dans le contexte des donations et des successions internationales. Ces grilles, donc globales, que j'explique, contiennent des critères comme
Par exemple, s'il y a un paiement cash ou en crypto-monnaie, une interposition d'un tiers qui soudain se manifeste pour payer à la place d'une autre personne, le client domicilié dans un pays à risque, un achat sans lien avec les revenus déclarés, une modification fréquente de la clause bénéficiaire d'un contrat, voilà. Tout ceci sont des grilles de critères qu'il faut prendre en compte. Alors, je recommande à tous les professionnels d'imprimer leur grille de référence, de la garder à portée de main et de former leur équipe à l'utilisation régulière. Voilà ce que je propose. Je pense que c'est indispensable de procéder ainsi. Et puis, nous avons ce que vous ne devez jamais faire. Ignorer ou dissimuler. Alors, beaucoup de professionnels, par crainte de froisser un client ou par peur de faire une erreur, choisissent de ne rien faire. C'est une faute grave. Car la non-déclaration en cas de soupçon est un délit pénal. C'est un délit pénal. On peut entraîner une amende jusqu'à 5 millions d'euros pour une entreprise, une interdiction d'exercer et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour la personne responsable. Donc vous, chers professionnels, quand vous avez des obligations de vigilance, vous ne devez pas rien faire en fait. Vous devez faire. A l'inverse, si vous faites une déclaration à Tracfin de bonne foi, eh bien, un exemple. Quand je dis à l'inverse, parce que ça peut être contradictoire. Quand je parle à l'inverse, imaginons vous faites une déclaration à Tracfin, mais vous vous êtes vraiment planté en fait. Vous avez déclaré vous avez déclaré un soupçon, mais il n'y avait rien en fait. Il n'y avait vraiment rien. Voilà. Donc, en gros, Tracfin, il va se dire, il va faire son enquête, d'accord, et il va voir que, finalement, votre déclaration, ok, elle est conforme, vous avez déclaré et tout, vous avez eu un soupçon, mais que finalement, il n'y avait pas de suite. Eh bien, il faudra démontrer, en fait, elle va prendre en compte votre bonne foi. Si vous voulez, elle va prendre en compte votre bonne foi, et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par la loi, d'accord? Vous avez une obligation de vigilance, même de vigilance renforcée. Ok, il y a deux cas, l'obligation de vigilance et l'obligation de vigilance renforcée. Et du coup, vous êtes protégé par la loi. Donc le Tracfin, il va dire, écoutez, c'est une profession réglementée, elle a fait son travail, elle a eu un soupçon, elle a déclaré, bon, il n'y a pas de suite, tout va bien, ok, bon, c'est bonne foi, pas de problème. Même si le soupçon s'avère infondé par la suite, vous êtes protégé par la loi. C'est ce que l'on appelle la présomption de la bonne foi déclarative. Il vaut mieux déclarer à tort que de ne rien déclarer du tout. Ensuite, ce que vous devez faire si vous avez un doute. Donc moi, je vous donne une checklist concrète de 5 points. Voilà, on va faire 5 points simples. Vous recueillez tous les éléments disponibles sur l'opération, origine des fonds, identité du client, justificatif éventuel. Ensuite, en 2, vous consultez le responsable conformité ou référent LCBFT de votre structure. Ou si c'est vous-même, eh bien, vous devez prendre les mesures de conformité nécessaires, suivre une formation, etc. par exemple. 3, évaluer le niveau de risque, vous faites à l'aide de la grille officielle en fonction de votre profession réglementée. Et si le doute, en 4e plan, persiste, eh bien, vous rédigez la déclaration de soupçon à Tracfin. Pour terminer, en 5e point, vous conservez toutes les preuves de cette démarche dans un classeur. Vous n'êtes pas obligé de faire des PDF enregistrés dans un ordinateur ou un disque dur parce qu'il suffit que ça crame, c'est terminé pour vous. Donc on fait comme à la bonne vieille méthode, c'est ce que moi je fais, concrètement c'est ça. Et vous conservez absolument toutes vos preuves en version papier et vous stockez dans vos archives. Voilà, je vous conseille de faire un classeur et de stocker vos dossiers de déclaration de soupçon. Vous n'avez pas besoin de prévenir le client. Ah oui, attention, là, vous n'êtes pas obligé de prévenir du tout, vous faites votre travail. Donc, cette déclaration, elle est confidentielle, elle ne peut en aucun cas faire l'objet d'une communication ou d'une fuite sous peine de sanction. Alors, évidemment, pour conclure, savoir repérer, c'est déjà agir. Puisqu'une opération suspecte, ce n'est pas forcément une fraude, c'est juste un doute objectivement raisonnable.
Vous n'êtes pas enquêteur, mais vous êtes voilà, un gardien juridique de votre entreprise, de votre profession réglementée, et du coup, vous devez être en conformité avec cela. La loi ne vous demande pas de prouver, hein, elle vous demande juste d'alerter. Donc, ignorer les signaux, c'est prendre un risque juridique personnel et professionnel. Ça engage votre responsabilité, ça engage votre travail en fait, hein, tout simplement. Donc, dans les prochains épisodes, je vous expliquerai comment une déclaration de soupçon, comment faire cette fameuse déclaration de manière claire, efficace et conforme aux attentes. Et puis, je vous remercie de votre écoute attentive. Si ce podcast vous aide à voir plus clair dans vos obligations, abonnez-vous, partagez autour de vous et surtout, gardez ceci en tête, la conformité, ce n'est pas punir ou soupçonner tout le monde, mais c'est juste protéger votre activité et vous donner les bons réflexes. Je vous dis à très vite sur Juris et Chicos.